Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Kemet, publié en 2012 par la compagnie Matago. Ça nous vient des concepteurs Jacques Barriot et Guillaume Montiage. C'est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs et qui va durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être d'obtenir 8 points de victoire pour déclencher la fin de la partie. Et évidemment, à la fin de ce tour-là, être celui qui a le plus de points de victoire pour l'emporter. C'est un jeu de contrôle de territoire, donc principalement un jeu de guerre, si on veut, avec un plateau, des figurines, des combats qui vont être dictés aussi par des cartes qu'on va jouer de notre main. Donc on a une petite gestion à faire avec les cartes pour augmenter nos valeurs de combat, nos valeurs de défense. On va avoir aussi du recrutement de tuiles, on va avoir des tuiles de pouvoir qui vont nous donner des petites habiletés spéciales qu'on va pouvoir aller recruter en cours de partie. Et on va avoir un petit système de points d'action, donc à leur tour, les joueurs vont dépenser un de leurs points d'action pour effectuer une des actions qui est disponible sur leur pyramide de leur plateau personnel. Alors, Kemet, je vous montre comment ça se joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour un placement à 3 joueurs. Donc premièrement, pour le plateau est recto-versible. Et selon le nombre de joueurs, on va choisir le bon côté de plateau. Donc ce côté-là, c'est pour les parties à 5 joueurs ou 3 joueurs. De l'autre côté, on a les parties à 2 et 4 joueurs. De ce côté-ci, à 3 joueurs, on va seulement utiliser la rive de gauche. Donc c'est juste cette section-ci du plateau. Donc toute cette section-là à droite ne sera pas utilisée. Elle serait utilisée dans une partie à 5 joueurs. On aurait le plateau au complet. C'est le même principe avec l'autre côté du plateau. À 2 joueurs, vous allez utiliser la rive de gauche. Et à 4 joueurs, tout le plateau. On va placer en haut dans la piste d'ordre de tour de jeu au hasard pour le début de la partie. Donc les 3 jetons pour les 3 joueurs, pour savoir qui va commencer la phase d'action tout à l'heure. Par la suite, on va placer à côté du plateau toutes les tuiles de pouvoir. Donc on a 3 catégories de tuiles. Les tuiles rouges qui sont les tuiles militaires, les tuiles bleues qui sont les tuiles de défense et les tuiles blanches qui sont les tuiles de temple pour obtenir des points de prière. Sur certaines de ces tuiles-là, on va placer les créatures associées aux différentes tuiles ou des jetons de points de victoire permanents sur certaines tuiles ou bien des jetons d'action supplémentaires sur les tuiles qui ont besoin de ces choses-là. On va placer ensuite le paquet de cartes Intervention divine sur le côté ici pour qu'il soit accessible à tous les joueurs. On va faire des piles avec les différents jetons de points de victoire. Ce qui est important dans Kemet, c'est qu'on a des points de victoire qui sont temporaires, qui sont les cercles, et vous avez des points de victoire permanents qui sont les carrés. Donc le but du jeu va de ramasser des points de victoire. À 8 points de victoire, ça va déclencher le dernier tour de jeu. Et à la fin de ce tour de jeu-là, celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Les points de victoire temporaires, évidemment, on peut se les faire voler pendant la partie. Donc, si on contrôle les endroits qui les donnent, on va les avoir avec nous. Si on perd le combat et qu'on perd le contrôle de l'endroit qui donne ces points de victoire-là, on va les donner aux joueurs qui viennent en prendre le contrôle. Tandis que les points de victoire permanents, les carrés, on ne peut pas se les faire enlever une fois qu'on les a gagnés pendant la partie. On va prendre des points de jetons de victoire, de points de victoire temporaires qui sont jaunes et on va les placer sur les temples sur le plateau. Donc ici, on va avoir dans la partie 3 temples. Et le joueur qui va contrôler ces temples-là avec ses troupes va gagner le point de victoire temporaire. Chacun des joueurs va recevoir son plateau personnel qui contient une pyramide avec les différentes actions que les joueurs vont pouvoir effectuer à leur tour de jeu. Par la suite, on a la piste de points de prière dans le haut du plateau avec le petit marqueur de encre. Donc les joueurs vont commencer avec 5 points de prière qui est dans le fond la monnaie du jeu. On va dépenser les points de prière pour pouvoir acheter les différentes tuiles de pouvoir, améliorer nos pyramides ou bien de déployer des troupes sur le plateau. Les joueurs vont recevoir un paquet de cartes, de 6 cartes de combat. Donc tous les joueurs vont recevoir les mêmes 6 cartes de combat. Donc on va avoir des valeurs d'attaque, des valeurs de dégâts et certaines cartes vont avoir des valeurs de défense avec le petit bouclier. Chacun des joueurs va recevoir ensuite aléatoirement une carte d'intervention divine qu'il va conserver face cachée des autres joueurs. Les joueurs vont recevoir leurs 5 jetons d'action qu'ils vont à leur tour de jeu aller placer sur les différents endroits de la pyramide pour effectuer les différentes actions.
On va recevoir nos 3 pyramides de pouvoir qui sont représentées par des énormes D4. Donc c'est toujours le chiffre dans le haut qui va compter. Les joueurs vont commencer avec une puissance de 3 répartie sur leurs 3 pyramides. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas avoir une pyramide qui commence plus haut que niveau 2. Donc le joueur pourrait placer une pyramide niveau 2 et une pyramide niveau 1 pour débuter la partie, ou pourrait tout simplement placer ces 3 pyramides de niveau 1 directement sur son plateau. Les pyramides, lorsqu'on va les améliorer et les monter au niveau 4, ils vont nous donner un point de victoire temporaire tant qu'on va les contrôler. Et aussi, les pyramides sont ce qui nous permettent d'acheter les différentes tuiles de pouvoir. Donc, si je veux acheter des tuiles bleues de niveau 3, ben, il faut que ma pyramide bleue soit rendue de niveau 3 pour me donner accès à ces tuiles-là. Donc, les pyramides de pouvoir vont être assez importantes pendant la partie. Le joueur va recevoir ses 12 jetons de troupes, donc les petites unités, qu'il va pouvoir placer sur le plateau. En fait, il va en placer 10 dans sa cité pour débuter la partie. La seule restriction, c'est qu'il ne peut pas placer plus de 5 unités dans une troupe. Et les 2 unités restantes vont rester dans sa réserve en dehors du plateau. À chaque tour de jeu, les joueurs devront traverser la phase de nuit, qui est une phase de préparation, dans laquelle ils vont gagner des points de prière, des cartes d'intervention divine, ils vont pouvoir activer leur pouvoir de nuit, et c'est là qu'on va déterminer l'ordre de tour de jeu. Au premier tour, ça va se faire de façon aléatoire, mais par la suite, c'est le joueur qui a le moins de points de victoire qui va faire l'ordre de jeu, ce qui est très intéressant. Et par la suite, les joueurs vont passer à la phase de jour. C'est là qu'ils vont jouer à tour de rôle leurs jetons d'action sur leur plateau personnel pour activer les différentes actions. Lorsque tous les joueurs auront terminé, qu'ils n'auront plus de jetons d'action, on va par la suite attribuer des points de victoire aux joueurs qui contrôlent certains endroits sur le plateau à ce moment-là. Et par la suite, on va passer au tour suivant. La partie va se terminer lorsqu'un joueur va atteindre 8 points de victoire au total. On va terminer ce tour de jeu et évidemment à la fin du tour, celui qui aura le plus de points de victoire sera le gagnant. La première étape de la phase de nuit, chacun des joueurs va gagner 2 points de prière et va recevoir une carte d'intervention divine qu'il va ajouter à sa main de cartes. Il n'y a pas de limite de cartes d'intervention divine qu'un joueur peut avoir. Par la suite, les joueurs vont activer leur pouvoir de nuit. Évidemment, au début de la partie, les joueurs n'ont pas acheté aucune tuile de pouvoir, donc on va sauter cette étape-là au premier tour. Mais dans les tours suivants, si des joueurs ont acheté des tuiles qui ont l'icône de nuit, donc ils vont pouvoir activer le pouvoir lors de la phase de nuit. Par exemple, ici, le joueur pourrait augmenter de niveau une de ses pyramides gratuitement. Et ici, avec cette tuile, le joueur pourrait avoir un déploiement de 4 unités directement sur le plateau gratuitement pendant la phase de nuit. Dernière chose à faire dans la phase de nuit est de faire l'ordre de tour de jeu. Donc au premier tour, comme on l'a fait au début dans le placement, ça se fait de façon aléatoire. Donc dans la phase d'action, le joueur jaune va jouer en premier une action, ensuite le joueur noir, le joueur rouge, et on recommence jusqu'à ce que les joueurs aient joué toutes leurs actions. Dans les tours suivants, le premier tour, donc c'est le joueur qui a le moins de points de victoire qui va décider l'ordre de tour de jeu. Donc s'il veut jouer en premier, il va se placer en premier. S'il veut jouer en dernier, il va se placer en dernier. Il y a un avantage à jouer dernier dans Kemet, c'est que généralement on peut avoir une opportunité d'aller contrôler un temple à la fin du tour et ça peut être très bénéfique pour nous donner un point de victoire. Lorsque la phase de nuit est terminée, on passe à la phase de jour. C'est là que les joueurs vont utiliser leurs petits jetons d'action pour placer sur leur plateau personnel dans la pyramide pour effectuer les différentes actions qui se retrouvent dans les cases. On va avoir 2 restrictions pour le placement des jetons d'action. Premièrement, un joueur ne peut pas placer un jeton d'action à un endroit où il y a déjà un jeton, donc on doit choisir les cases libres à ce moment-là. Et la deuxième restriction, c'est qu'à la fin du tour de jeu, on doit avoir obligatoirement une action dans chacune des rangées de notre pyramide. Donc là, comme c'était ma dernière action, je suis obligé de la placer dans une des 4 cases de la rangée du bas. La première action qu'un joueur peut effectuer, c'est l'action de prier. Donc ici, on a 2 symboles de Ankh. Donc on a 2 fois cette action-là sur notre plateau de joueur. Ça donne tout simplement 2 points de prière immédiatement. La deuxième action qu'un joueur peut effectuer, c'est l'action de faire évoluer une pyramide. Donc il va choisir une de ces 3 pyramides dans sa cité et il va pouvoir augmenter le niveau en payant des points de prière.
Donc on doit payer le nombre de points de prière du niveau qu'on veut atteindre. Donc si je veux augmenter au niveau 2, je vais payer 2 points de prière. Si je veux augmenter au niveau 3, je vais payer 3 points de prière, etc. Donc ici, je peux augmenter ma pyramide blanche de niveau 1 à niveau 2. Donc ça me coûterait 2 points de prière. Par contre, on peut augmenter plusieurs niveaux d'un seul coup. Donc si au lieu d'augmenter de niveau 1 à 2, je voulais augmenter de niveau 1 à 3, je paierais le niveau 2, qui est de 2 points de prière, et le niveau 3. Donc 2 plus 3, ça me ferait un total de 5 pour l'augmenter directement au niveau 3. On aurait pu payer le total de 9 pour l'augmenter du niveau 1 au niveau 4 directement. Lorsqu'une pyramide atteint le niveau 4, le joueur va gagner un petit jeton de points de victoire temporaire. Donc, tant qu'il contrôlera le territoire où il a sa pyramide niveau 4, il va conserver ce jeton. Si jamais un autre joueur va faire une invasion dans sa ville et contrôle le territoire avec la pyramide niveau 4, à ce moment-là, il va lui donner le point de victoire temporaire. Les pyramides servent à recruter des tuiles de pouvoir du niveau de la pyramide. Donc le joueur ici avec une pyramide de niveau 4 blanche peut recruter des tuiles blanches de niveau 1, 2, 3 et 4. Si jamais un autre joueur contrôlait cette pyramide-là, l'autre joueur peut alors acheter des tuiles de niveau 1 à 4 blanches. La troisième action qu'un joueur peut faire, c'est d'aller s'acheter des tuiles de pouvoir. Donc, ça va être les 3 actions qui sont ici dans le bas. Donc, pour aller acheter une tuile blanche, une tuile rouge ou une tuile bleue. Donc, les joueurs peuvent acheter des tuiles de niveau égal au niveau de leur pyramide. Donc, ici, comme je viens d'augmenter ma pyramide blanche au niveau 4, je vais placer ici l'action pour aller acheter une tuile niveau 4. Il y a 16 tuiles de chaque couleur et chaque couleur va être divisée en 4 niveaux. Donc les tuiles niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Le niveau des tuiles est aussi le coût des tuiles. Donc une tuile de niveau 4 va coûter 4 points de prière à acheter. Et les joueurs peuvent acheter des tuiles de niveau équivalentes à leur pyramide de pouvoir. Donc ici on a la pyramide niveau 4 blanche. Donc on peut acheter des tuiles de niveau 1 à 4. Les tuiles vont conférer des habiletés spéciales aux joueurs. Donc, par exemple, on peut avoir des tuiles qui vont avoir des pouvoirs passifs. Donc, la tuile ici va me donner un rabais d'1 point de prière lorsque je vais acheter des tuiles de n'importe quelle couleur. On peut avoir des tuiles qui vont nous donner une augmentation à certaines de nos actions sur notre plateau. Donc ici, quand je vais faire l'action de prier, au lieu de me donner 2 points de prière, ça va m'en donner 3. On va avoir certaines tuiles qui vont carrément nous donner un point de victoire permanent, donc un point carré. On peut avoir des tuiles qui vont nous donner une action, un jeton d'action supplémentaire qu'on va devoir jouer dans notre phase d'action. Et on va avoir certaines tuiles qui vont nous donner des créatures qu'on va pouvoir ajouter à nos troupes qui vont les rendre plus fortes. Un joueur n'a jamais le droit d'acheter 2 tuiles qui ont le même pouvoir. Donc je ne pourrais pas avoir les 2 tuiles ici et avoir le rabais 2 fois. Donc c'est interdit. Même les tuiles ici qui donnent des points de victoire. Donc on en a une dans chacune des couleurs, une dans le bleu et une dans le rouge. Donc on ne peut pas avoir 2 tuiles qui ont le même pouvoir, même si ce sont des tuiles de couleurs différentes. Les tuiles rouges sont les tuiles de combat. Donc elles vont augmenter les valeurs de nos troupes, donner de l'attaque ou du déplacement à nos unités. On a aussi des créatures qui vont augmenter beaucoup la force de nos troupes. Les tuiles bleues sont des tuiles défensives. Donc on va avoir des créatures qui ont des valeurs hautes en défense. On va avoir des tuiles qui vont augmenter notre défense en combat ou bien augmenter l'action de recruter pour ramener plus d'unités pour défendre nos territoires. La quatrième action qu'un joueur peut effectuer est l'action de recruter. Donc cette action va permettre de prendre des troupes dans notre réserve et d'aller les placer sur le plateau. Donc chaque troupe qu'on va emmener sur le plateau va nous coûter 1 point de prière et on va devoir les placer dans notre cité à un endroit disponible. Donc on ne peut jamais avoir plus de 5 unités dans une troupe sur une case du plateau. La cinquième et dernière action du plateau est l'action de se déplacer, qu'on a 2 fois ici avec le petit pied. Donc ça va nous permettre de déplacer une troupe. Donc on peut prendre les unités qui sont sur une troupe au complet et les déplacer d'une case. Donc on peut déplacer la troupe complète, l'emmener sur la case ici, ou on pourrait laisser des soldats en arrière et en déplacer seulement une certaine quantité vers l'avant.
Certaines tuiles de pouvoir peuvent donner la capacité d'augmenter le mouvement des troupes. Donc si j'achète cette tuile, toutes mes troupes vont avoir un +1 à leur déplacement. Donc je peux déplacer de 2 cases au lieu d'une. On peut aussi avoir des créatures pour aider nos troupes. Donc ici on a un scarabée qui va donner 2 points de déplacement et qui va donner 2 à notre valeur de combat lorsque cette troupe va aller combattre. Lorsqu'on va avoir une créature, on va la placer avec la troupe sur laquelle elle va augmenter les capacités. Les créatures ne comptent pas dans la limite de 5 unités dans une troupe, donc je peux avoir 5 et une créature. On a une limite d'une seule créature dans une troupe, par exemple. Si la troupe meurt lors d'un combat, la créature va retourner dans ma ville sur une autre troupe ou va tout simplement retourner sur mon plateau et quand je vais la replacer, elle va revenir tout simplement, donc elle ne coûte pas de coûts supplémentaires pour la ressortir par la suite. Donc la troupe qui est ici avec le scarabée a un déplacement total de 3. Il pourrait se déplacer de 3 cases sur le plateau. Le plateau est assez petit, à 3 cases, on peut aller à peu près n'importe où ou presque, ou se rendre à peu près sur n'importe quel territoire. On a les murs des cités ennemies qui est une règle particulière. Donc si j'ai 3 déplacements, normalement je penserais que je pourrais faire 1, 2, 3 et rentrer dans la ville adverse. Par contre, comme il y a un mur qui est autour des cités, on ne peut pas arriver avec un déplacement, on doit commencer notre tour vis-à-vis le mur et ensuite on va pouvoir rentrer. Donc ça permet justement que si on a beaucoup de déplacements, on peut pas avoir quelqu'un qui va rentrer dans notre ville si facilement. On a évidemment une tuile de pouvoir qui va annuler cette petite restriction-là de mouvement. Si on était dans une partie à 5 joueurs et qu'on utilisait les deux côtés du plateau, on pourrait traverser aux endroits indiqués par les flèches et les petits bateaux qui sont dans les ports. Donc si pour un déplacement, je pourrais m'en aller de l'autre côté tout simplement. Dernière option de déplacement, les joueurs peuvent se téléporter. Donc si les joueurs sont à une pyramide de pouvoir, on peut payer 2 points de prière et se téléporter à n'importe quel obélisque sur le plateau. Donc il y en a ici dans tous les temples communs et il y en a à plusieurs endroits sur le plateau. Donc pour 2 points de prière, je pourrais me téléporter directement sur le temple avec mes unités. Si pendant mon déplacement, mes troupes rencontrent une troupe adverse, je dois m'arrêter et il y a obligatoirement un combat qui débute. Au début du combat, les joueurs vont regarder leurs cartes de combat. Parmi leurs 6 cartes, les joueurs vont en choisir 2. Et parmi les 2 cartes choisies, les joueurs vont défausser une des 2 cartes et garder l'autre pour le combat. On retrouve 3 valeurs possibles sur les cartes. On a des valeurs de combat qui vont s'additionner à nos unités de notre troupe pour faire notre force de combat. On a les points de dégâts qui sont les petites gouttes de sang, qui est la quantité d'unités qu'on va essayer de tuer. Et finalement, on a les boucliers qui vont annuler des gouttes de sang, donc pour empêcher nos unités de mourir. Les joueurs vont placer alors leurs cartes cachées devant eux, tout simplement. Donc chacun des joueurs va avoir une carte de combat devant lui. Par la suite, les joueurs peuvent cacher en dessous de leur carte de combat des cartes d'intervention divine. Donc certaines de ces cartes vont être utilisées pour le combat. Donc elles vont correspondre à une des valeurs de combat. Donc ici, cette carte-là augmenterait de 2 ma valeur de combat. On peut en avoir pour augmenter les dégâts ou la défense aussi. Mais elle a un coût de 1 point de prière. Donc je vais devoir payer 1 point de prière lorsque les cartes seront révélées pour que cette carte se fasse activer. Donc les joueurs peuvent faire cette étape-là secrètement là, pour placer des cartes en dessous sans que l'adversaire ne sache combien il y en a. Ensuite, les joueurs vont révéler les cartes choisies et vont additionner leur valeur de combat totale pour déterminer le vainqueur du combat. Donc chacune des unités va valoir une force de 1 en valeur de combat. Donc si le joueur noir aurait une valeur de 1, 2, 3, 4 avec sa carte et le joueur jaune aurait une valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on a aussi un scarabée. Donc le scarabée augmente la valeur de 2. Donc on l'a sur sa tuile aussi. Donc il aurait 9. Donc le joueur jaune va être le vainqueur du combat. On procède ensuite à la perte des unités. Donc ici, le joueur jaune a 2 gouttes de sang, 2 dégâts. Donc le joueur noir n'a pas de bouclier, donc il va perdre 2 unités qu'il va remettre dans sa réserve. De l'autre côté, le joueur noir avait 3 points de dégâts. Donc le joueur jaune a 1 bouclier, donc ça va annuler
une goutte de sang, donc il va perdre 2 unités, lui aussi, qu'il va retourner dans sa réserve. Une fois les pertes d'unités faites, donc si le joueur qui attaquait est vainqueur, ce qui est le cas de notre joueur jaune, et qu'il a encore des unités vivantes à la fin, c'est encore le cas, il va gagner un point de victoire permanent qu'il va placer dans sa réserve personnelle. Si le joueur jaune avait perdu toutes ses unités, il aurait été quand même le vainqueur du combat, mais il n'aurait pas gagné le point de victoire permanent. Si jamais on avait une égalité pour la valeur de combat, c'est toujours le joueur qui est en défense qui gagne l'égalité. Par la suite, le joueur qui vient de perdre le combat aura le choix entre de choisir la retraite ou de renvoyer ses unités près des dieux. S'il choisit la retraite, c'est le joueur vainqueur, donc le joueur jaune, qui va choisir un territoire adjacent pour replacer l'unité restante du joueur noir dans sa retraite. Ce n'est pas nécessairement toujours une bonne idée parce qu'une unité toute seule, c'est facile à venir attaquer et gagner un point de victoire permanent à ce moment-là. Si le joueur choisit de renvoyer ses troupes près des dieux, il va tout simplement remettre ses unités directement dans sa réserve et pour chaque unité renvoyée dans sa réserve, il va gagner un point de prière. Le joueur vainqueur va aussi avoir cette option-là de ramener ses unités aux dieux pour gagner des points de prière. Donc il pourrait ramener lui aussi dans sa réserve son unité restante pour se faire un point de prière. Si le combat prenait place dans un temple ou dans une cité où il y a une pyramide de niveau 4, le joueur qui est gagnant et qui a encore des unités à la fin va remporter le jeton de point de victoire temporaire de cet endroit-là. Donc tant et aussi longtemps qu'il contrôlera ce temple avec des unités, il gardera ce point de victoire temporaire dans sa réserve. Lorsque tous les joueurs ont joué leur jeton d'action dans la phase de jour, on va attribuer les bonus pour le contrôle des temples sur le plateau. On a 2 temples qui sont spéciaux dans le haut du plateau. On a ici le temple du Delta. Donc le joueur qui est ici à la fin du tour peut sacrifier une unité à cet endroit pour gagner 5 points de prière. Juste à côté, on a le sanctuaire de tous les dieux. Le joueur qui le contrôle peut sacrifier 2 de ses unités présentes pour gagner 1 point de victoire permanent, donc un petit carré qu'il va placer dans sa réserve. Il peut seulement le faire une fois, donc même s'il a 4 unités, il ne peut pas faire 2 sacrifices dans le sanctuaire. Pour les autres temples du plateau, donc ici les temples qui sont ici avec les bannières orange, le joueur va gagner un bonus de points de prière à la fin de la ronde de jour. Donc ici le joueur jaune gagne 3 points de prière, et comme il contrôle ici le temple du pas, va gagner 2 autres points de prière. Si un joueur contrôle 2 temples à la fin de la phase de jour, il va aussi se mériter un point de victoire permanent qu'il va ajouter à sa réserve. La partie va se continuer, les tours de jeu vont s'enchaîner jusqu'à temps qu'à la fin d'une phase de jour, un joueur ait atteint le seuil d'au moins 8 points de victoire. Ça va mettre fin à la partie. On va cumuler nos points de victoire permanents et temporaires ensemble et le joueur qui en aura le plus sera déclaré le vainqueur. Si jamais on a une égalité entre 2 joueurs, ça va être le joueur qui a le plus de points de victoire de combat qui va l'emporter. Si on a encore une égalité, c'est le joueur qui va avoir joué le plus tôt dans l'ordre de tour de jeu. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kemet. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Kemet? On va regarder les points positifs. Premièrement, le livre de règles est très bien fait, très bien condensé. Donc, toutes les règles sont dans 8 pages seulement, avec des exemples et tout ça, des dessins. Donc, c'est très bien représenté. Il a l'air vraiment gros parce que, dans le fond, c'est un jeu qui est multilangage. Donc, il y a 5 langues différentes dans le livre de règles. Donc, c'est tout qu'il a l'air d'avoir 40 pages parce que c'est 8 x 5. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Il y a français, anglais, allemand. Donc, ne soyez pas inquiet si vous l'achetez. Il va y avoir la version française dedans. Le matériel de jeu, il n'y a aucun texte, donc c'est vraiment juste des icônes sur les tuiles, des icônes sur les cartes aussi d'intervention divine. Des fois, il y a beaucoup d'icônes quand même, il faut se référer à l'aide de jeu à ce moment-là, mais il n'y a pas vraiment de texte. Donc ça, c'est très bon pour le livre de règles. La thématique du jeu, je la trouve quand même cool. Bon, c'est l'Égypte ancienne, la mythologie qui vient de cette époque-là aussi. On a les pyramides avec les gros D4, donc qui détonnent du jeu, donc je trouve ça quand même bien, même si, bon, c'est sûr que quand on joue tout ça, il y a des trucs qui sont inspirés de la thématique, mais c'est pas si représentatif que ça, là, une fois qu'on a joué une couple de parties.
Mais bon, moi je trouve ça quand même bien. Sinon, pour la durée, je suis pas quelqu'un qui est un gros fan des jeux de guerre habituellement. Donc, généralement, c'est des jeux qui sont vraiment plus longs, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures même. Donc, celui-là se condense en dedans de 2 heures, donc 1h30, 2 heures peut-être pour une première partie ou une partie à 5 joueurs. Donc, je pense que c'est assez rapide pour un jeu de ce style. Donc, je pense que c'est un point positif, ce qui fait que j'aurais plus le goût de jouer à lui que de sortir un jeu qui va durer 5-6 heures. Puis qu'après 2 heures, ben, je suis dans mon petit coin, je suis à moitié éliminé, puis je vais jouer 4 heures pour rien. Donc, lui, vu que le temps est assez rapide de jeu, ben, c'est un petit peu moins grave. Et lui, c'est comme une course à points de victoire dans le fond, là, parce qu'on ramasse des points de victoire de différentes façons, soit en contrôlant les temples, en construisant des pyramides de niveau 4, en allant faire des sacrifices au sanctuaire, ou donc il y a plein de façons de faire des points, donc ça c'est vraiment le fun. Donc le but c'est pas seulement de dire ok, il faut que tu contrôles tant de territoire, ou que tu contrôles tant de capitale, etc. Fait que je pense que ça fait différent aussi dans ce style de jeu. La diversité des tuiles de pouvoir, donc vous avez vu, il y en a 16 par couleur, donc ça fait un total de 48 tuiles qui sont disponibles à toutes les parties. Donc là, on peut essayer différentes stratégies. Ok, je me lance plus dans les tuiles rouges, je vais aller faire beaucoup de combats, essayer de faire des points comme ça, ou je me mets dans les tuiles bleues pour me défendre, puis comme ça, l'autre, il va essayer de venir m'attaquer, il fera pas de points, il va perdre son temps avec ça, puis moi, je vais aller faire des points en défendant les temples, en contrôlant d'autres territoires. Donc, on a les tuiles blanches qui peuvent donner beaucoup d'appui pour les pyramides, pour les points de prière. Donc, c'est la ressource principale qu'on utilise dans le jeu. Donc, il y a quand même beaucoup d'options qui s'offrent devant nous. Donc, ça, c'est bien pour la diversité. On peut essayer différentes stratégies avec les tuiles, dépendant qu'est-ce qu'on va aller recruter dans une partie. Le jeu joue généralement, ça dure pas nécessairement beaucoup de tours. Donc, entre 6 et 8 tours, je vous dirais une partie. Donc, c'est sûr qu'on n'achètera pas des tonnes de tuiles à chacune des parties. Donc, faut quand même se limiter et dire, ok, j'achète ça, puis je vais y aller comme ça. Je vais essayer d'aller faire des points là. Parce que ça peut débouler quand même assez vite. Le système de combat est très simple, donc on compte les valeurs de combat, on additionne ce qui est sur nos cartes, on met ça ensemble, celui qui a le plus haut gagne tout simplement. Donc c'est un système qui est efficace, qui est rapide. Le fait que tout le monde ait le même deck de combat aussi, c'est intéressant. Le fait qu'on en élimine une, on en joue une, donc ça fait que notre deck est obligé de rouler, on va être obligé de jouer nos 6 cartes. Lorsque nos 6 cartes vont être jouées, là, on va les récupérer les 6, puis après ça, à notre prochain combat, on va en choisir 2, on va en défausser une, on va en jouer une. Donc je trouve ça très bien. On peut agrémenter avec les autres cartes d'intervention divine aussi pour surprendre notre adversaire. Même si des fois on perd le combat, on peut jouer des cartes qui vont te permettre de tuer toutes les unités de l'autre. Fait que même si je perds, ben, je peux tuer toutes les unités. Fait que tu ne gagneras pas de points de victoire. Donc il y a quand même différentes stratégies en combat. Même si on pense qu'on ne gagnera pas, on peut quand même essayer de s'en sortir ou de nuire à l'autre adversaire. C'est un jeu de confrontation, c'est un jeu de guerre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc ça, si vous aimez ce type de jeu-là, je pense que c'est vraiment un jeu idéal pour ça. Il y a une petite tête de jeu qui est quand même très bien. Donc vous avez toutes les tuiles qui sont expliquées. Donc les 16 tuiles bleues, les 16 tuiles rouges, les 16 tuiles blanches. Vous avez aussi les cartes d'intervention divine. Donc vous avez cette petite tête de jeu-là qui va être très pratique dans vos parties. Là, donc que ce soit condensé et résumé là-dedans. Donc c'est vraiment facile. Les icônes sur les plateaux de joueurs, c'est vraiment simple. Il y a 5 actions de base. Donc rapidement, on connaît ça. Donc la diversité, la complexité va vraiment dans les tuiles de pouvoir. Puis comment on veut s'enligner, qu'est-ce qu'on veut augmenter comme pouvoir. Pour les côtés négatifs du jeu, donc le plateau, c'est pas le plateau le plus beau. Donc la façon qu'ils ont fait le design, les découpeurs, tout ça, donc ça fait, bon, l'esthétique c'est un peu drabe sur ce plateau-là. Donc il aurait peut-être pu améliorer cet aspect dans le jeu. Sinon, les figurines des troupes sont très petites, puis le plateau il est énorme là. Fait que quand ils sont sur le plateau, ils ont l'air vraiment minuscules. Donc j'aurais pu les faire un petit peu plus grandes. Le design est quand même bien, mais plus pour la grosseur des figurines, ça aurait pu être un peu plus gros là, pour justement mieux remplir le plateau à ce moment-là pour avoir un meilleur effet. Par contre, les figurines des créatures sont vraiment cool. J'ai pas spécifié tantôt, mais ça sont vraiment cool, sont vraiment imposantes. On les spot vite sur le plateau, ça nous fait peur, donc ça donne un effet aussi là, d'intimidation dans le jeu, donc ça c'est cool. Ensuite, dans les côtés négatifs, c'est sûr que c'est un jeu de guerre. Des fois, on va avoir le syndrome du Kingsmaking un petit peu. Donc, c'est sûr que ça pourrait arriver si on joue à 3, 4 ou 5. De dire j'attaque lui, mais ok, là, ça va favoriser lui. Là, si on est deux à attaquer lui, ça va favoriser l'autre là-bas, puis ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a un petit peu diminué dans le jeu-là, vu que c'est plus une course de points de victoire qu'une course
de territoire ou de contrôle de placer ses troupes. Donc c'est sûr que le joueur généralement qui va être le plus en avance d'un point de victoire, mais c'est lui qu'on va rentrer dedans un peu plus, on va aller l'attaquer, on va aller y empêcher de faire des points avec les temples, on va aller voler les temples qui sont sous son contrôle, etc. Fait que je pense que oui, il peut avoir un petit peu de Kingsmaking, mais c'est pas si dramatique que ça dans Kemet. Un autre point négatif pour la première partie qu'on va jouer, c'est comme il y a 48 tuiles. Ben là, on sait pas trop où s'en aller. Ok, je vais-tu recruter cette tuile-là? Je veux-tu me diriger vers cette couleur de tuile-là? Acheter ça. Donc là, ça fait beaucoup trop d'options pour une première partie. Donc, je vous le dis, dites-vous, ok, mais moi je vais essayer de faire telle affaire, je vais prendre telle tuile, puis telle tuile. Donc allez-y un petit peu en expérimentant différentes stratégies, différentes options avec les tuiles à ce moment-là. Donc pas trop vous casser la tête pour pas que justement que la partie devienne trop longue, trop lourde pour une première fois. Donc je pense que c'est un petit défaut là, dans les premières parties. Il y a trop d'options. C'est le fun d'avoir des options, mais là, il y en a quand même pas mal. Donc, on peut avoir un petit peu d'analysis paralysis si on sait pas trop quelle tuile aller chercher. Puis là, on passe notre temps à regarder l'aide de jeu. Ok, cette tuile-là fait quoi? Ok, ben là, prête-moi ça, faut que je regarde ça, faut que j'achète une tuile. Donc ça peut rallonger les premières parties. Un autre petit côté négatif. Malgré tout, je vais lui donner une superbe note de A. Donc, un excellent jeu. Donc, un jeu que j'adore beaucoup, que j'aimerais jouer plus souvent. Je suis pas nécessairement un gros fan des jeux de guerre, mais celui-là, dans ce style de jeu de confrontation, de contrôle de territoire, de déplacement de troupes, il vient vraiment me chercher, je l'adore beaucoup. Je pense que c'est le côté avec les tuiles, justement, le côté... il y a un petit côté worker placement avec ton plateau, tu places tes actions sur ta pyramide. Le combat est vraiment simple, donc ça ressemble ça ressemble à ce que Blood Rage ont fait par la suite, là, un petit système de combat avec des cartes, tout ça vraiment simple. Donc je trouve que c'est rapide quand on tombe en combat. On n'a pas 10 000 dés à lancer, 10 000 affaires à penser, à jouer, donc c'est rapide. La partie aussi se joue rapide. Les figurines de monstres sont vraiment cool, les grosses pyramides. Donc c'est un jeu que... Ce qui est le fun avec le plateau, c'est qu'il s'adapte au nombre de joueurs. Donc je pense que c'est sûr qu'un jeu de confrontation, d'habitude c'est plus le fun quand on est plusieurs. Donc 3, 4, 5, je pense qu'il est à son meilleur. Mais c'est un jeu qui quand même à 2 joueurs, peut bien s'adapter. Le plateau est vraiment rapide, les confrontations arrivent vite. On passe pas notre temps à construire nos affaires puis nos armées pendant 12 tours avant d'aller attaquer. Donc des fois, même au premier tour, on va aller se rendre sur un temple, puis là on va mettre la pression sur les autres. Les combats vont éclater assez rapidement. Donc, Kemet, si vous ne connaissez pas encore, là, je vous suggère d'aller essayer ce jeu-là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game, ou vous pouvez venir nous visiter sur notre site web passionboardgames.com. Moi, je vous dis à la prochaine et continuez de game.